Vas-y, pose la question. Donc, Jean-Luc Bourlange, merci beaucoup de me recevoir dans votre circonscription. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à vous relancer pour une nouvelle campagne. J'ai beaucoup hésité parce que je ne suis pas un poulet de l'année et qu'il y a un moment où on a la tentation de poser le sac et pendant les quelques années où il y a encore peut-être autre chose que la sauce blanche qui circule entre les oreilles, on veut peut-être faire autre chose que de l'action politique au Palais Bourbon. Mais j'ai fait le choix, j'ai sauté le pas pour deux raisons. La première, c'est que je crois que toutes les générations doivent être représentées. On a la génération des jeunes qui poussent avec beaucoup de talent, qui sont très très bons en quantité de domaines, le numérique, le quantique. Ils ont une expérience de la vie sociale actuelle que je suis loin d'avoir. Mais en même temps, il y a toute une vieille culture, une expérience géopolitique, les relations que j'ai tissées ici ou là, pas ici ou là, partout en Europe, dans le cadre notamment de la présidence de l'Union européenne, pour aider, relayer l'action du président Macron à la tête de l'Union européenne. Tout ça me paraissait devoir être poursuivi. Vous savez, Aragon a dit le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. J'avais accumulé pas mal de choses pour apprendre à vivre et je me suis dit qu'il fallait peut-être quand même continuer à les exploiter. Puis la seconde raison, c'est que les temps sont très difficiles. On va avoir une chambre très agitée, très secouée de contestation. On va avoir des échéances économiques, des échéances climatiques, des échéances militaires, géopolitiques très dures et qu'il est quand même absurde, quand on a acquis toute l'expérience qui est la mienne, de faire un abandon de poste et de dire maintenant vous allez vous débrouiller, etc. Alors on verra si j'ai fait le bon choix. C'est aux électeurs de choisir. Peut-être qu'ils trouveront qu'il faut m'envoyer à mes chères études. Je le ferai sans aucune amertume. Peut-être qu'ils considéreront que des valeurs d'expérience assez sûres peuvent être utiles dans une assemblée tumultueuse et confrontée à des défis majeurs. Voilà. Jean-Luc Bourlange, à l'époque de la communication politique, comment est-ce qu'on arrive à réduire une pensée complexe sur des temps très courts? Vous savez, la complexité existe, mais la complication, c'est souvent la conséquence de l'embarras, la conséquence du fait que vous n'avez pas les idées claires. Donc la première chose à faire, c'est de faire le ménage dans votre cerveau, de savoir exactement ce que vous voulez dire. Une interview, par exemple, comme celle que vous faites, c'est d'abord l'annonce d'un message. Quel est le message? Le message que je veux vous faire passer, c'est celui-là. Soyez net dans vos analyses, soyez net dans vos propositions. Après, introduisez les nuances nécessaires pour ne pas être brutal et tout va bien. Merci. On a vu avec la création de la communauté économique du charbon et de l'acier que l'interdépendance économique pouvait amener la paix. Globalement, même cette globalisation, elle a quand même ramené beaucoup plus de pacifisme dans le monde. Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, mais même avant, contre la Chine, on met de plus en plus de sanctions. Les États-Unis, l'Union européenne sanctionnent beaucoup sur certains comportements. Est-ce que, à justement découdre ces interdépendances, on n'est pas en train de créer les conditions de la guerre? Alors voilà justement une question complexe. Je crois qu'il faut vraiment distinguer entre la situation de l'Europe et la situation du monde telle qu'elle évolue actuellement. Si nous avons réussi en Europe à faire prévaloir une civilisation de paix, c'est parce que entre 1914, où l'Europe pratiquement dominait le monde, et 1945, où elle n'était plus rien, chacun a mesuré que ce qui avait été fait ou des faits était positivement désastreux. Et à ce moment-là, les gens ont compris qu'ils ne pouvaient pas réussir les uns contre les autres. Ils ne pouvaient pas réussir les uns sans les autres. Et qu'ils ont en fait mis en pratique une devise que j'ai inventée, mais qui reflète à peu près la situation, c'est égoïsme bien ordonné commence par les autres. Vous savez, on dit charité bien ordonnée
commence par soi-même, je dis l'inverse. Je dis que si vous voulez défendre vraiment vos intérêts, il est tout à fait précieux de regarder les intérêts légitimes de ceux qui sont en face de vous et qui pourraient vous menacer. Pour les Français, c'était les Allemands. De quoi les Allemands ont-ils besoin? En 1945, ils avaient besoin de plusieurs choses. Ils avaient besoin de démocratie. On a fait la République fédérale, les Alliés ont fait la République fédérale. Ils avaient besoin de sécurité, notamment face à l'OTAN. C'est l'insécurité qui avait créé depuis le XVIIIe siècle le militarisme allemand. On l'a fait avec l'OTAN, avec la solidarité atlantique, on leur a offert la sécurité. Ils avaient besoin de prospérité. On sait très bien que c'était la misère des masses allemandes qui, au début des années 30, ont conduit Hitler au pouvoir. Ils ont fait leurs réformes économiques et les Américains ont fait le plan Marshall qui les a aidés. Et ils avaient besoin d'unité parce qu'on leur avait, nous Français notamment, on leur avait toujours dénié le droit de former un État et une nation souveraine. C'était injuste, nous étions une nation souveraine et on disait aux voisins, pas vous. Bon, eh bien on a fait cette nation souveraine avec la République fédérale, il en manquait un bout pendant quelques années, mais c'était quand même un État unitaire. Et quand on a apporté toutes ces réponses aux questions allemandes, on a découvert que les Allemands étaient d'honnêtes gens, pacifistes, pacifiques, démocrates, coopératifs. Mais il y avait une condition pour y réussir. Et la condition, c'était de nous réunir juridiquement, c'est ça les institutions européennes, non pas pour éliminer les divergences d'intérêts, il y en a toujours, mais pour les régler solidairement autour d'un tapis vert qu'est le Conseil des ministres et de le faire et donc d'introduire la civilité à la place de la barbarie. Et ça, c'est les institutions. Alors, le monde, aujourd'hui, c'est totalement différent. Parce que nous sommes passés par trois stades. Nous avons d'abord eu la guerre froide, où on avait deux visions universelles du monde qui s'affrontaient. La vision des démocraties capitalistes, sociales, incarnées par l'Alliance Atlantique, face à des régimes autoritaires, dictatoriaux, collectivistes, dirigés par l'Union soviétique. Ça s'est brisé à la fin des années 80 du siècle dernier. À ce moment-là, nous avons eu l'illusion que nos valeurs, la démocratie, l'économie de marché, l'état de droit, la sécurité collective, c'est-à-dire la sécurité collective, c'est quoi? C'est l'OTAN, un pour tous, tous pour un, comme diraient les mousquetaires, c'est rien d'autre. C'est ça qu'on appelle la sécurité collective. Que tout cela allait s'imposer. Il y a des philosophes comme Francisco Fukuyama, par exemple, qui a dit, voilà, maintenant, on a gagné la victoire, la guerre idéologique. Eh bien non, on s'est aperçu qu'en réalité, l'altérité idéologique était présente. On a eu d'abord une révolte religieuse contre le rationalisme occidental. Ça a commencé à se manifester de façon très spectaculaire avec la destruction des tours jumelles à New York. On a eu ensuite une dichotomie entre les valeurs de modernisation économique libérale et les valeurs démocratiques en Chine. Les Chinois ont essayé de démontrer qu'ils pouvaient devenir d'excellents capitalistes tout en restant de très mauvais démocrates. Et ils ont apporté la preuve que c'était possible. Et on a eu un retour à travers Vladimir Poutine d'une Russie impérialiste, dictatoriale et à vrai dire kleptocratique, c'est-à-dire un régime de voleurs, alors que nous espérions fondamentalement que la Russie évoluerait vers les sociétés européennes. Donc quand on est dans cette situation de profonde divergence idéologique, ça veut dire que l'ONU ne marche pas, parce que l'ONU, c'est le Conseil de sécurité. Si les membres permanents du Conseil de sécurité ne sont pas d'accord, c'est paralysé. Et ça veut dire qu'il faut se défendre. Ça veut dire qu'on est menacé. Et donc que l'Europe, qui s'était simplement conçue comme l'école de la paix, de la bonne entente, de la coopération,
du respect du droit, l'Europe est obligée de penser qu'il ne faut pas seulement que le droit soit juste, il faut aussi qu'il soit fort. Il ne faut pas seulement qu'on soit exemplaire sur le plan du fonctionnement du marché, il faut qu'on ait la réciprocité. Il ne faut pas seulement qu'on soit accueillant aux populations qui viennent d'ailleurs et qui peuvent nous apporter des choses très utiles en même temps qu'elles résolvent leurs problèmes, il faut aussi que ces sociétés soient respectueuses des valeurs fondamentales qui sont les nôtres, comme la liberté, la laïcité, l'état de droit, etc. Donc tout cela on l'a découvert et maintenant, effectivement, on est obligé d'amener cette Europe réconciliée à réaliser une position de force dans un monde qui est devenu dangereux. Voilà, c'est la loi qui est la nôtre. Vous savez, c'est vraiment ce que disait Thucydide, le grand historien grec, athénien, qui disait « Il n'y a pas de bonheur sans liberté », ça c'est indiscutable, mais il ajoutait « ni de liberté sans vaillance ». Nous avons appris à être libres, nous devons maintenant réapprendre à être vaillants. Et vous ne pensez pas que le système de sanctions qu'on impose va avoir le même effet que le traité de Versailles qu'on avait imposé aux Allemands il y a quelques... Il y a beaucoup à dire sur le traité de Versailles. Il y a beaucoup. Et il y a une vision assez sommaire du traité de Versailles. Vous savez, quand on regarde ce qu'on pouvait faire à Versailles, j'ai bien étudié ça, on pouvait décemment pas faire quelque chose de fondamentalement différent. Et les réparations qu'on a imposées aux Allemands étaient des réparations, au bout du compte, assez légitimes compte tenu de l'étendue des désastres qu'ils avaient commis. N'oubliez pas qu'en 18, il n'y avait pas une destruction alliée en Allemagne. Les Alliés n'avaient pas pénétré sur le territoire allemand, alors que le nord de la France avait été littéralement dévasté. Il y a sur une ligne d'à peu près 80 km sur 300-400 km autour du département de la Somme, il n'y a pas une construction qui soit antérieure à 1918. Bon. Donc il ne faut pas diaboliser cette affaire. Ce qu'on a fait très mal, à ce moment-là, c'est le traité de Trianon, dans lequel on a imposé aux Hongrois un régime, une destruction de leur pays qui était, à mon avis, tout à fait abusive. On n'a pas joué intelligemment avec les Hongrois, alors que les Hongrois en 14 avaient plutôt été modérés. Ils avaient plutôt essayé de modérer les Autrichiens dans le déclenchement de la guerre. Voilà pour le passé. Pour l'embargo et notre... Les sanctions, je suis désolé, moi, le problème c'est l'efficacité. Pour l'instant, on a un État, la Russie, qui décide unilatéralement d'envahir un autre État souverain avec lequel elle a signé en 1994 un accord extrêmement précis qui a conduit les Ukrainiens à se débarrasser de toutes leurs armes atomiques en échange d'une garantie de leurs frontières et de la liberté souveraine de vivre comme ils l'entendent. Il n'y avait donc absolument aucune justification à cette invasion. C'est une violation caractérisée de la Charte des Nations Unies. Et il y a des pays comme le nôtre qui ont garanti l'accord de 1994. Nous n'avons pas le droit d'intervenir dans cette affaire. Nous avons le devoir de le faire. Alors nous le faisons d'une façon aussi intelligente que possible, c'est-à-dire en apportant le maximum de soutien aux forces ukrainiennes sans rentrer en guerre, parce que nous ne voulons pas transformer ce conflit russo-ukrainien en guerre mondiale. Donc, mais vous dire que c'est une solution satisfaisante, non. Alors les sanctions là-dedans, c'est évidemment l'instrument que nous avons à partir du moment où nous ne voulons pas faire la guerre. Et je crois que plus les sanctions sont fortes, plus l'aide à l'Ukraine sera forte, plus le terme de la guerre se rapprochera. La dernière fois, je suis venu vous voir, je crois que c'était à Châtillon, et vous aviez parlé de la différence entre en Ukraine les religions et l'incarnation de Dieu
Jésus comme l'égalité de Dieu, l'incarnation de Dieu dans la Trinité. Ça, c'est une variante, c'est une application de la question générale. C'est ça, sur la Sainte Trinité. Moi j'ai une question, c'est par rapport aux trois grands monothéismes. Sur les trois grands monothéismes, on a le même fondement de valeurs abrahamiques. Et je ne comprends pas comment l'intégration dans la cité, comme vous le disiez, soit si compliquée en sachant qu'on partage ce même lit de valeurs. Oui, il y a certainement une origine commune aux trois grands monothéismes, mais ça n'empêche pas qu'il y ait une différence d'appréciation extrêmement forte dans la façon dont chacune des communions, des confessions que vous évoquez aborde les relations avec l'État. Je pense que ce qui caractérise l'Europe occidentale et qui s'explique par l'ancienneté de sa culture chrétienne, c'est la pensée de la différence entre la cité de Dieu et la cité des hommes. C'est la pensée du fait que l'homme est indépendant, libre par rapport à Dieu, qu'il est dans un rapport d'alliance avec Dieu et qu'il n'est pas dans un rapport de soumission. Cette philosophie de la liberté est à base de la laïcité. L'Évangile dit très simplement « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Et il y a des religions pour lesquelles cette distinction est impossible, qui estiment que tout en fait est dominé par la question religieuse et que l'organisation de la cité doit refléter cette domination de la religion. C'est ce qu'on appelle une théocratie en réalité. Et ça, c'est pas du tout notre tradition. Et on voit bien que les musulmans ont une difficulté à penser comme nous ce rapport à la laïcité. Ils ont une difficulté à penser qu'à l'école, on puisse enseigner des choses qui ne sont pas validées par les prêtres, que ce soit les imams, les curés, les rabbins, peu importe, tout ce qui représente un pouvoir religieux. Et ça, pour nous, c'est quelque chose de tout à fait central. Quant aux orthodoxes que vous avez évoqués, c'est une variante un peu complexe, c'est qu'effectivement, le rapport des orthodoxes à la Sainte Trinité, c'est-à-dire non, je ne m'engagerai pas sur cette distinction théologique fondamentale, mais disons que la religion orthodoxe a beaucoup de mal à penser l'autonomie de l'Église par rapport à l'État. Regardez l'Église grecque, elle est très associée au combat nationaliste, par exemple sur l'affaire du nom de la Macédoine. Regardez l'Église serbe, qui est très associée au combat pour la Grande Serbie. Et regardez évidemment d'une façon absolument abusive le comportement du patriarcat orthodoxe de Moscou au service de Poutine. Vous n'imaginez pas qu'en France, l'archevêque de Paris puisse être comme ça, se concevoir comme un petit soldat de M. Macron. C'est pas comme ça que nous fondons nos relations. Et cette différence-là, elle emporte tout. Ça emporte la liberté, ça emporte l'autonomie de l'élection, la liberté, tout un ensemble de choses dont effectivement que vous ne pouvez pas imaginer, par exemple dans un pays comme l'Iran. Donc, mais là où je suis optimiste, au moins à long terme, c'est que je crois que toutes les religions évoluent. La religion chrétienne, il y a 10 siècles, même après ce que j'ai dit maintenant, à l'instant, la religion chrétienne, c'était impossible d'échapper au dogme. Bon, peu à peu, on s'en est émancipé. Et la religion juive, même chose. Napoléon a exigé de la communauté juive des évolutions pour les intégrer dans la cité. Je pense qu'on ira dans cette direction avec l'islam. On a déjà tout un grand nombre de musulmans qui estiment que leur religion est parfaitement compatible avec non seulement la démocratie, mais l'autonomie du pouvoir
du pouvoir temporel par rapport au pouvoir religieux. Alors il faut creuser, ça sera long, ça sera difficile, il y a de très fortes réactions contre, mais il n'y a pas d'autre solution, car nous avons en France 5 millions de musulmans, il est exclu qu'on les fasse partir, il est exclu qu'on s'en débarrasse, il est exclu qu'il fasse régner un autre ordre que l'ordre démocratique. Donc il va bien falloir que tout ce monde, chrétien, musulman, juif, agnostique, athée, libre-penseur, que tout ce monde vive ensemble selon les lois, selon des lois communes. Et ces lois communes, c'est pas compliqué, ce ne peut être que les lois de la République. Merci.